Donc voilà, donc comme annoncé, je viens de France, donc de l'ANACT, et cette démarche de prospective a été mise en place à l'occasion de nos 50 ans, puisque l'ANACT est une institution publique créée en 1973 qui a pour mission l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et sur les relations professionnelles. Donc, nous sommes une institution publique, néanmoins, nous avons une gouvernance tripartite avec des représentants de l'État, des représentants des syndicats et des représentants du patronat. Donc, à l'occasion de ces 50 ans, nous avons voulu nous intéresser à l'avenir et qu'est-ce qu'allait devenir plutôt le travail. Et pour cela, nous avons lancé cette démarche de prospective en nous associant à un spécialiste de la prospective sur le travail, qui est l'Université de la pluralité, pour conduire un exercice qui s'appelle le travail qui vient. Et c'est un exercice que nous avons conduit dans 4 régions françaises en y associant nos publics habituels qui sont des représentants des entreprises, des fédérations syndicales, mais aussi des chercheurs sur le travail, des sociologues, des psychologues du travail, des consultants et aussi nos propres chargés de mission, afin tous ensemble de réfléchir sur le travail de demain. Alors, en matière de méthodologie, il y avait un parti pris par rapport à cette démarche prospective qui était une démarche de prospective créative. En partant du principe que le futur n'existe pas, mais qu'il peut être uniquement imaginé. Donc, nous avons mis l'accent sur l'imagination collective des futurs possibles afin de produire 6 scénarios d'entreprises fictives, d'entreprises projetées en 2050 et d'en dégager une série d'analyses sur les tendances à venir des travails possibles. Donc, ces scénarios, tels un objet de médiation, visaient à faire exprimer les stéréotypes existants dans l'esprit des participants sur les futurs du travail, ainsi que leurs aspirations ou leurs craintes par rapport à ces futurs. Donc la méthode, c'est à la fois appuyer sur des objets classiques de prospective, c'est-à-dire l'identification de tendances ou des facteurs de changement, tels que l'intelligence artificielle, bien sûr la crise climatique et d'autres facteurs de changement sociétaux. Mais également, elle s'est appuyée sur, j'allais dire, des objets plus, et des exercices de créativité. Et notamment, nous avons inclus dans les groupes des dessinateurs, des illustrateurs qui ont élaboré des bandes dessinées à partir des fictions qui étaient l'objet donc, de ces narrations issues des participants. Alors, sur la démarche, je passe très rapidement. Il y avait des ateliers créatifs qui se sont déroulés successivement sur 3 mois, donc qui ont élaboré donc ces différents récits et qui ont ensuite été pris en charge par un autre type d'atelier, appelé l'atelier d'atterrissage, qui a mobilisé nos propres agents, nos propres chargés de mission, qui, à partir de ces fictions, ont également élaboré se sont projetés dans l'avenir pour savoir, nous, quel allait être notre rôle en 2050, quelle allait être notre mission, sur quoi nous allions travailler et avec quel mode d'action. Alors ici, vous avez les 6 entreprises imaginées. Elles sont très différentes les unes des autres, comme vous pouvez le voir. Je vais revenir rapidement, mais par exemple, il y a des coopératives agricoles de la terre à la terre, dont la vocation est de nourrir la population d'un territoire depuis l'agriculture, depuis la culture, donc jusqu'à la restauration. Une autre qui est une plateforme numérique dédiée à la fête par Tinder, ou encore une autre entreprise qui est spécialisée dans la conception et la vente d'implants de prothèses à vocation d'optimisation du corps humain et des capacités cognitives, ou encore le dernier, là, la 6 par exemple, c'est un petit symbole, elle n'a même plus de nom, c'est plutôt un symbole ou un son, et en fait c'est un bureau d'études qui conçoit des habitats mobiles à partir de déchets collectés dans toute la planète. Voilà, donc chacune de ces entreprises donc, est ici représentée dans cette salle. Et puis pour ceux qui nous écoutent à distance, vous pourrez les télécharger par un poster qui présente à la fois les bandes dessinées, mais aussi les caractéristiques de ces entreprises, de son environnement, sa façon de fonctionner, ses conditions de travail au quotidien. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces entreprises, mais plutôt partager avec vous les grandes tendances que nous avons pu extraire de cette analyse transverse de ces 6 scénarios fictifs.
Alors, la première, qui est sans surprise, hein, puisque c'est déjà le cas, c'est le dépassement des limites planétaires et les crises climatiques récurrentes que l'on rencontre dans ces entreprises et qui impactent leur façon de fonctionner et leur travail au quotidien. Tout d'abord, l'intermittence climatique impose une impossibilité fréquente pour ces entreprises d'exercer leur métier pour des clauses climatiques, que ce soit une température excessive ou un événement extrême, une inondation, ou alors au contraire un manque d'eau. Ou alors carrément, elle peut imposer aussi de déplacer l'activité d'une région à une autre pour les mêmes raisons, voire même d'anticiper la disparition de l'activité de l'entreprise. Là aussi, c'est déjà le cas, par exemple, dans les stations de ski. En France, nous avons des stations de ski qui sont en train d'ores et déjà de fermer pour raisons climatiques. Bien sûr, elles sont confrontées du coup à des nouveaux risques sanitaires, ça peut être les pandémies, mais aussi des nouvelles pénibilités qu'elles doivent prendre en compte, telles que le stress hydrique et la chaleur. Et autre événement intéressant dans ces fictions, c'est un besoin croissant consacré à des travaux vivriers, c'est-à-dire cultiver sa nourriture, chercher de l'eau ou d'autres ressources essentielles, ou des travaux de solidarité, anticipés pour répondre à des catastrophes à venir ou prendre soin des plus faibles. Donc il y a une sorte de cumul de temps, des temps dédiés à l'activité, mais aussi des temps dédiés à ces travaux vivriers ou de solidarité. Alors ces temps sont à la fois extrêmement poreux dans une même journée, ce qui fait qu'on a tendance à regarder la globalité et à considérer la globalité comme le temps de travail. Autre tendance également qui se dégage majoritairement dans tous les scénarios, en tous les cas sur 5 des 6 scénarios créés, qui est un ancrage territorial et sociétal extrêmement marqué, une sorte de réencastrement des entreprises dans les territoires, c'est-à-dire qu'elles s'insèrent toutes ou presque dans un bassin de vie dont elles sont solidaires des besoins et des difficultés. Ça peut être par exemple celui de gérer des communs positifs, comme je vous l'ai dit, pour le fait de également gérer les ressources agricoles, mais également des communs plutôt négatifs, comme le fait de gérer des déchets produits par la société. Il y a donc une sorte de mission d'intérêt général qu'elle se donne et qu'elle n'est pas forcément cette mission d'intérêt général définie par le ou les dirigeants, mais par les parties prenantes elles-mêmes, notamment les parties prenantes internes, les salariés, qui mettent en discussion permanente donc cette mission d'intérêt général avec les différentes parties prenantes de l'entreprise interne et externe. Les résultats systémiques produits par ces entreprises, que ce soit nourrir un territoire, réduire les déchets, nécessitent bien sûr des alliances avec des parties externes et qui conduisent donc à avoir une gouvernance multi-acteurs, comme on l'a vu d'ailleurs un petit peu dans la présentation précédente, les coopératives présentées. Donc, des gouvernances qui intègrent à la fois les publics de l'entreprise, que ce soit les clients, les bénéficiaires ou les usagers, mais également les acteurs d'un territoire, des institutions, des associations, et sont d'autres entreprises qui appartiennent à une même grappe ou à un même écosystème. Il y a un nouveau type d'acteur aussi qui est présent dans les gouvernances, qui est la nature, ou encore les machines intelligentes. Alors, comment cette nature est-elle représentée au sein des gouvernances imaginées? Alors, soit c'est une personne qui est mandatée, soit une personne, un scientifique, ou alors, j'allais dire, une personne très investie dans la nature qui a pour mission d'aller investiguer les impacts des différentes décisions prises par l'entreprise, les impacts sur l'environnement. Donc ça, c'est une première option. Deuxième option, la nature peut être représentée par un ensemble d'indicateurs qui seraient donc modélisés. Et chaque décision prise par l'entreprise serait mis en place serait confrontée à ces différents indicateurs pour savoir s'ils sont plutôt bénéfiques ou pas pour l'environnement. Donc, ces entreprises opèrent généralement au sein d'écosystèmes d'affaires ou de grappes, de systèmes d'économie circulaire, qui associent donc plusieurs organisations de nature différentes, ce qui génère une certaine complexité et difficulté
finalement pour savoir quel est le rôle de chacun et comment il agit dans l'entreprise, dans sa gouvernance et son fonctionnement au quotidien. Autre tendance qui est également sans grande surprise, hein, compte tenu de l'actualité, c'est l'usage de la technologie et de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant de souligner ici, c'est qu'au-delà de l'automatisation de nombreuses tâches, qui a pour conséquence une réduction du temps de travail, hein, on le verra, le temps de travail imaginé dans ces entreprises s'étend plutôt de 4 voire 2 jours par semaine, l'IA joue un rôle important dans la prise de décision. Effectivement, il y a mis en place des dispositifs d'assistance à la décision collective qui peut parfois imposer des décisions sans appel. Par exemple, dans une des entreprises qui est La Terre à la Terre, qui est cette coopérative agricole, elle est composée d'un certain nombre de migrants qui sont en fait des migrants climatiques et donc dont la destination a été choisie par une IA qui, compte tenu de leur âge, leur sexe, leurs compétences, leur parcours de vie, leur a attribué un pays, et donc décision sans appel de cette IA. Ou alors, dans d'autres encore fictions, l'IA a pris de plus en plus de pouvoir, comme par exemple ici, c'était dans l'entreprise Symbole, à un tel point qu'il décide de la démembrer, puis ensuite de la reprogrammer pour en faire plutôt une IA sympathique qui acquiert du coup un nom, voire même une personnalité. Donc elles deviennent des interlocutrices avec lesquelles on dialogue, on collabore, ce qui conduit d'ailleurs à ces IA à revendiquer plus de reconnaissance, d'autonomie, voire même de représentation. Enfin, autre tendance aussi, c'est l'éthique, qui joue un rôle structurant dans différentes entreprises imaginées, mais qui, du coup, constitue aussi une source de difficultés. Donc, l'éthique est souvent représentée dans les entreprises sous forme d'une charte qui fait partie du contrat de travail ou de ce qui tient lieu du contrat de travail. Dans plusieurs entreprises, on rencontre un garant de l'éthique ou une garante de l'éthique qui soit applique à la lettre la charte mise en place, ou alors met en discussion différents sujets éthiques qui pourraient être source de problèmes. Donc une discussion au sein de l'entreprise avec donc à la fois ses parties prenantes internes et aussi externes. Enfin, la dénonciation publique d'une pratique de l'entreprise considérée comme peu éthique peut remettre en question l'activité de cette entreprise. Ça a été rencontré dans 2 des scénarios, notamment avec la remise en cause donc, de cette application par Tinder qui faisait la promotion de fêtes ou de soirées pouvant être extrêmement exclusives, par exemple des soirées anti-gros ou des soirées white only, donc qui a été remise en cause par un lanceur d'alerte et du coup reprogrammée pour la rendre plus vertueuse. 2 minutes. Alors, je m'arrêterai sur cette dernière planche de tendance par rapport aux repères traditionnels du travail qui sont complètement bousculés dans ces scénarios. Il y a une forme de perte d'exclusivité. Hein, les personnes sont salariées de plusieurs entreprises à la fois. Il y a une absence de subordination. Les managers disparaissent, ou en tous les cas, il n'y a plus un manager fixe. Il est plutôt désigné par les salariés et de façon temporaire. C'est plutôt du temps choisi. On n'est plus du tout sur du temps contraint, RTT, enfin réduction, pardon, sur du temps à durée, temps de travail à durée limitée ou alors à durée indéterminée. Les horaires sont flexibles. Le développement professionnel se fait au-delà de l'entreprise. On ne fait plus carrière dans une entreprise, mais en revanche, les évolutions sont liées à l'écosystème dans lequel on appartient. Et en ce qui concerne le revenu, il existe sous différentes formes. Certaines personnes touchent un salaire, d'autres, au contraire, sont rémunérées comme prestataires, ou d'autres encore sont payées en nature sous forme de troc, ma prestation ou mon service contre le produit servi ou produit dans ton entreprise.
Alors, au-delà des tendances dégagées, pour nous, la démarche a été utile pour explorer donc, des futurs différents, loin des habitudes et des réflexes professionnels quotidiens que nous avons. Cela a permis également d'engager des participants très hétérogènes pour animer un exercice de concertation entre eux. Et puis, au-delà de cette démarche, pour nous, à l'ANAC, on en sort avec la conviction qu'il est nécessaire aujourd'hui d'accompagner les entreprises, en particulier les PME, à développer une capacité d'anticipation et de culture du risque pour anticiper les transformations à venir avec des dialogues participatifs et paritaires en leur sein. Voilà, et pour ce faire, donc, vous retrouverez ici les différents liens sur les livrables. D'une part, le rapport que j'ai ici, qui présente à la fois les différents scénarios, les bandes dessinées, mais également l'analyse des tendances. Vous retrouverez aussi le lien vers le kit méthodologique que nous avons développé pour accompagner les entreprises sur une mise en discussion des futurs possibles avec leurs salariés. Et puis enfin, un dernier lien, qui est un exercice parallèle que nous avons conduit, qui était un concours, cette fois-ci destiné aux étudiants, pour imaginer, sous forme de bande dessinée, de vidéos ou bien d'audio, de podcast, leur travail en 2050. Et donc, vous retrouverez l'ensemble des productions sur ce lien. Merci.